Donc, on va débuter. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette présentation. Donc, comme vous le savez, dans les dernières semaines, on a eu certaines communications avec certains citoyens là, du Mont-Saint-Pierre par rapport au nouveau projet de développement, donc l'ouverture de rue. Donc, on a communiqué avec les ingénieurs, avec aussi le ministère de l'Environnement. Donc, M. Barrett aussi a parlé avec l'entrepreneur. Donc, on a pu aller chercher beaucoup plus d'informations pour être capable de répondre à la plupart de vos questions ce soir là, pour vraiment là, rétablir certains faits. Donc, ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions là, après, dans le fond, la présentation de M. Barrett là, qui va se faire un peu plus tard. Donc, prenez note de vos questions en cours de route, puis par la suite, là, on va pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, il va y avoir aussi une explication des directives, modération aussi de la réunion par Mme Baudouin. Donc, on s'attend à ce que ça soit fait dans le respect. Donc, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Donc, Mme Baudouin, ça serait à vous pour les directives. Merci, M. le maire. Donc, je vais vous expliquer les instructions, dans le fond, pour la période de questions. Donc, vous pouvez choisir de poser vos questions en direct à l'aide de votre audio, avec ou sans vidéo, ou à l'aide du clavardage en ligne. Donc, je vais commencer par expliquer la fonction audio-vidéo et j'expliquerai par la suite le mode clavardage. Donc, pour obtenir un droit de parole, il faut d'abord activer la main levée. Pour ceux qui ont un ordinateur, cliquez sur l'icône « Réaction » qui se trouve au bas de votre écran. Il s'agit du dernier icône. Donc, vous avez dans l'ordre « Rejoindre l'audio, vidéo, sécurité, participants, sondage, discussion, écran partagé, enregistré » et puis l'icône « Réaction ». Donc, c'est une icône qui est représentée par un bonhomme sourire. Cliquez par la suite sur la fonction « Main levée ». Vous allez voir, c'est sous les icônes. Vous pouvez essayer à l'instant pendant que je donne les instructions et puis abaisser votre main en suivant les mêmes instructions. Donc, je vois plusieurs mains levées. Je vois que ça fonctionne bien. Pour ceux qui ont un cellulaire ou une tablette, donc c'est la fonction « plus » qui est représentée par 3 petits points qui se trouvent au coin droit de l'écran en bas. Donc, la même chose, vous cliquez sur l'icône « plus ». Par la suite, levez la main et une fois l'intervention terminée, je vous invite à baisser la main. Sinon, je peux le faire pour vous sans problème. Donc, à votre tour de parole, vous recevrez à votre écran un message qui dira « L'hôte souhaite que vous réactiviez votre micro ». Donc, à ce moment, quand que vous allez accepter d'activer votre micro, tout le monde va pouvoir vous entendre. Et par la suite, vous recevrez un deuxième message qui va dire de démarrer votre vidéo. Si vous voulez activer votre caméra, vous cliquez sur « OK ». Et si vous ne voulez pas activer votre caméra, vous cliquez sur « Plus tard ». Donc, on va pouvoir vous entendre et non nous voir. Et puis, si vous vous trompez, pardon, si vous changez d'idée, vous pouvez arrêter votre vidéo à tout moment. Votre micro et votre caméra vont être désactivés à la fin de votre intervention. Et pour poser une prochaine question, il suffit à nouveau de demander un droit de parole. Pour ceux et celles qui vont utiliser le clavardage en ligne, oh, j'ai oublié, ceux qui n'ont pas le bouton réaction, qui n'ont pas accès à la fonction main levée, vous pouvez envoyer un pouce en l'air ou un applaudissement. Donc, on va considérer que vous avez demandé un droit de parole et puis vous allez être ajouté, dans le fond, à votre tour de droit de parole. Et finalement, ceux qui veulent utiliser le clavardage en ligne, donc pour ceux qui n'ont pas d'audio ou de vidéo, donc vous simplement inscrire un message dans la section clavardage. Donc pour ceux qui ont un ordinateur, ça se trouve en bas de votre écran et c'est l'icône qui se nomme « Discussion ». Donc un signet va apparaître à votre droite et une bulle de discussion va être activée dans le coin droit. Donc, je vais pouvoir communiquer avec vous. Vous allez pouvoir poser votre question et ça va me faire un grand plaisir de le lire pour vous, aux membres du conseil. Et finalement, pour ceux qui ont un cellulaire ou une tablette, c'est la fonction qui est représentée par les 3 petits points, donc la fonction « plus » en bas de l'écran. Et puis, vous cliquez sur la fonction « Converser ».
Il s'agit de la deuxième fonction dans la liste. Et puis, vous cliquez sur « Fermer » en haut dans le coin gauche pour revenir à la discussion. Donc, dans le but de préserver un environnement virtuel accueillant et bienveillant, les commentaires et les échanges doivent respecter les règles établies par notre étiquette. Vous trouvez le lien, là, je vais indiquer le lien là, dans la section des clavardages. Et je vous informe également que la réunion de ce soir, elle est enregistrée. Donc, je vous souhaite une belle réunion. Merci, Mme Baudouin. Donc, on va passer au point suivant de l'ordre du jour. Donc, c'est la présentation de la chronologie d'avancement du projet du développement donc du Mont-Saint-Pierre par M. Charles-Élie Barrette. Donc, M. Barrette, la parole est à vous. Excusez-moi, c'est moi qui prends mon affaire. Je vais demander à M. Barrette d'ouvrir son micro. Bon. Bonsoir tout le monde. Je n'avais pas de voix. Je ne pouvais pas ouvrir mon micro. Alors, merci Colette de me passer la parole. Donc, ce soir, je vais vous faire la chronologie du dossier afin que vous puissiez comprendre comment que le dossier a cheminé à la municipalité. Donc, on va aller date par date, comment est-ce que le dossier là, a pris forme et avancé là, au bureau de la municipalité. Donc, il faut se rappeler que déjà, à l'été 2019, les terrains étaient détenus par une entreprise de numéros qui était déjà en train de devoir faire une transaction avec le promoteur actuel du développement du Mont-Saint-Pierre. Donc, dans le cours de leur négociation, l'ancien propriétaire a déposé à la municipalité le 10 juillet 2019 un plan d'opération cadastrale en vue de morceler en 5 terrains le grand terrain du développement du Mont-Saint-Pierre. Il y a un terrain qui a été fait près d'Ocaplaï, un deuxième terrain qui a été créé entre le 39 rue Lapierre et le 31 rue Lapierre pour être cédé à la municipalité pour des fins de parc. Le grand terrain développé pour la rue et les lots, puis 2 terrains déjà qui ont été lotis pour être vendus pour les constructions résidentielles sur le rang Saint-Isidore. Le 6 août 2019, une résolution a été adoptée afin d'autoriser la création de ces 5 lots-là et aussi dans le but de faire l'acquisition du terrain pour fin de parc que je vous ai parlé. Le 12 août 2019, on a procédé à la délivrance du permis de lotissement pour autoriser la subdivision de ces terrains. Le 3 octobre 2019, on a reçu un rapport de caractérisation des milieux sensibles du terrain pour en apprendre qu'il y avait un milieu fermé. Le 16 octobre 2019, nous avons procédé à l'acquisition du terrain à des fins de parc, qui est situé entre le 39 et le 31 rue Lapierre. C'est un terrain de 5 500 mètres carrés, donc un demi-hectare. Le 30 octobre 2019, c'est le promoteur actuel qui a procédé à l'acquisition du terrain pour faire le développement résidentiel. Le 7 novembre 2019, on a reçu une évaluation environnementale phase 1 pour connaître la caractérisation des sols. 19 novembre 2019, on a reçu un plan de topographie du terrain afin de connaître les niveaux de terrain. 16 décembre 2019, il y a un plan cadastral qui a été déposé à la municipalité illustrant la création de 20 lots à construire de la rue et d'un deuxième terrain à être cédé à la municipalité, là où le bassin a pris forme dernièrement. Le 18 décembre 2019, nous avons reçu la première version des plans d'ingénierie qui illustrait un tracé de rue avec des fossés ouverts et un bassin de rétention d'environ 30 mètres de long par 16 mètres de large, par une profondeur variant de 3 pieds à 6 pieds, avec des pentes de 30 degrés. Le 4 février 2020, on a reçu un rapport d'évaluation de la capacité du réseau d'eau potable qui venait établir au fait que le projet ne présente aucun impact sur la pression statique en jour moyen ni en période de pointe horaire pour votre secteur.
Le 19 mars 2020, nous avons tenu la soirée d'information sur le projet de développement Mont-Saint-Pierre. Le 16 mars 2020, nous avons reçu la deuxième version des plans d'ingénierie qui illustrait une rue, cette fois desservie avec des fossés canalisés et un bassin de rétention d'environ 57 mètres de long par 20 mètres de large, par une profondeur variant de 5 pieds à 9 pieds, avec des pentes de 30 degrés. Le 7 avril 2020, nous avons procédé à l'adoption d'une résolution pour approuver la création des 20 lots de la rue et du terrain cédé à la municipalité. Le 7 avril 2020, nous avons aussi procédé à une deuxième résolution qui a autorisé la signature du protocole d'entente afin de permettre de pouvoir avancer dans le projet de développement. Nous avons approuvé le choix de la firme d'ingénierie et approuvé les plans et devis finaux datés du 26 mars 2020. Le 20 avril 2020, nous avons présenté au comité consultatif d'urbanisme le projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour que celui-ci puisse faire des recommandations au conseil municipal. Le 29 mai 2020, nous avons procédé à la délivrance des permis de lotissement pour créer les subdivisions des 20 lots de la rue et du terrain à des fins de parc, où ce que le bassin est situé actuellement, qui a une superficie de 3000 m² environ. Donc, les deux terrains, une fois ensemble, c'est presque 1 hectare d'espace vert qui aura été cédé à la municipalité. Le 2 juin 2020, réception de l'étude écologique. 2 juin 2020, adoption d'une résolution autorisant le promoteur à signer et à présenter une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement pour le projet du développement du Mont-Saint-Pierre. Le 8 juin 2020, nous avons procédé à la délivrance du permis de construction de rue. Le 6 octobre 2020, nous avons procédé à la consultation publique sur le projet de règlement de PIA ainsi qu'à son adoption. C'est le 23 octobre 2020 que le ministère de l'Environnement a délivré l'autorisation du ministère de l'Environnement afin d'autoriser l'aménagement des infrastructures routières, les drainages et du bassin. Le 2 novembre 2020, il y a eu une réunion de démarrage avec l'entrepreneur, le promoteur et l'ingénieur. 5 novembre 2020, c'était l'entrée en vigueur des dispositions du PIA pour le Mont-Saint-Pierre. 19 novembre 2020, attribution de mandat pour la réalisation du piquetage et de la description technique de la zone tampon pour tous les terrains à construire. 7 décembre 2020, directive de changement numéro 1 a été déposée à la municipalité pour retirer l'empiètement du bassin à l'intérieur de la zone tampon. Une nouvelle configuration du bassin a été alors déposée. Le bassin représente 47 mètres de long par 24 mètres de large par une profondeur variant de 5 pieds à 9 pieds avec des pentes de 30 degrés. Le 14 décembre 2020, nous avons reçu le rapport de recommandation de TC Énergie en lien avec le gazoduc à l'effet que les travaux étaient à une distance convenable pour ne pas nuire à l'intégralité du gazoduc. Le 13 janvier 2021, réception de la description technique pour l'établissement d'une servitude écologique à l'arrière de tous les terrains à construire. Cette servitude aura à terme une superficie d'environ 1,3 hectares, en plus d'environ 1 hectare de terrain à céder à la municipalité. Le 14 janvier 2021, deuxième directive de changement portant sur la modification du tracé du sentier piétonnier qui donne accès à l'espace vert en arrière, au niveau du bassin, en arrière du 31 à 39 rue Lapierre. Modification des pentes du bassin de rétention à 45 degrés. Création d'un accès aux équipements d'entretien au bassin et l'installation d'une clôture de 1,8 m de haut avec porte double. Hydro-ensemencement du fond du bassin, parois et pourtours, et plantation d'arbres et d'arbustes pour l'aménagement paysager du bassin. À ce jour, les travaux sont suspendus parce que nous sommes en période hivernale.
Les travaux qui restent à finaliser, c'est l'aménagement paysager du bassin, sa sécurisation. Aussi, la dernière fondation de rue à faire, qui est l'ajout de 0,3 à compacter, et les accotements, ainsi que la ligne hydroélectrique à implanter qui va passer le long de la rue, donc en façade des propriétés. C'est là où est rendu le dossier jusqu'à ce jour. Donc, les travaux se poursuivraient là, pour finaliser le tout au printemps, là, à quelque part dans le coin du dégel. Donc, dans le fond, je voulais vous dresser un peu la liste de toutes les démarches qui ont été entreprises autant par la municipalité que le promoteur pour que vous puissiez voir de façon éclairée comment est-ce que ce dossier-là a cheminé là, avec nous. Donc, ça m'éterme un peu là, mes explications là, pour cette étape-ci de la présentation. Merci, M. Barrette, pour cette présentation. Donc, en gros, là, le bassin, présentement, il est sécurisé encore avec les clôtures de chantier. C'est bien ça? Oui. Donc, le bassin est sécurisé présentement. On a parlé avec les ingénieurs, avec le ministère de l'Environnement aussi, puis avec le propriétaire du terrain. Puis, il va y avoir de l'aménagement paysager qui va être fait. Il va y avoir de l'hydroensemencement qui va être effectué avec plantation d'arbres aussi, donc autour du bassin, puis à l'intérieur si possible. Donc, puis l'hydroensemencement qu'on a discuté avec l'ingénieur, c'était vraiment l'hydroensemencement le plus naturel possible. C'est sûr qu'on ne veut pas aller tondre du gazon là, à cet endroit-là. Donc, ça serait de l'hydroensemencement qui ferait en sorte que ça deviendrait le plus naturel possible. Puis, on parle d'environ de peut-être 6 pieds d'herbage qui pourrait pousser à l'intérieur du bassin. Donc, qui viendrait atténuer l'effet de profondeur. Puis le bassin serait sécurisé avec une clôture de 6 pieds de hauteur, c'est ça, M. Barrette? Oui, 1,8 mètres. 6 pieds. Non, 6 pieds de hauteur, avec des portes d'accès, bien sûr, là, du côté là, de la rue, de la nouvelle rue. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Puis, il y a beaucoup de vérifications qui ont été effectuées là, avec justement les ingénieurs, le ministère de l'Environnement. Puis, la grandeur du bassin actuel est vraiment au minimum qu'elle peut être. Puis, au niveau de la profondeur, c'est sûr que ça a joué un peu, étant donné que là, on a sorti, puis on ne vous le cache pas là, que depuis le début, il y a eu des changements, puis des changements demandés par le Conseil aussi, qui ont fait en sorte que ça a changé certaines choses, dont la canalisation. Parce que le Conseil a demandé à ce que les fossés soient canalisés, parce que là, on se retrouvait avec des fossés dans le quartier, puis certains endroits, c'était des fossés de 4 pieds de profondeur. Donc, avec les jeunes enfants en trottinette, en tricycle, c'était pas très sécuritaire. Mais en canalisant comme ça fait en sorte que le bassin doit être un peu plus profond. Donc, puis un peu plus grand aussi, M. Barrette, corrigez-moi si je me trompe. Un peu plus grand aussi. Donc, on a demandé aussi la zone tampon là, de 10 mètres derrière chaque terrain. Ça aussi, c'est un ajout par la suite qui a fait en sorte que là, la position du bassin était plus correcte. Donc, c'est des ajustements qu'il y a eu en cours de route. C'est certain que ça fait ça change un peu de la présentation qui vous a été faite en mars. Oui, 19 mars 2019. 2020. Donc, malheureusement, pour certains, il y a eu certains changements là, à ce niveau-là. Puis, les ingénieurs nous ont expliqué que la profondeur du bassin, lui, il doit respecter, il doit être 2 pieds plus profond que le sous-sol le plus creux. Donc, il n'y avait pas le choix d'aller avec cette profondeur-là. Le fait qu'on a déplacé le bassin aussi pour le sortir de la zone tampon là, de la forêt, dans le fond, le fameux 10 mètres, a fait en sorte qu'il a rentré un petit peu plus là, dans la colline, où est-ce que ça remonte. Donc, en remontant, ça ne veut pas dire que vu que le terrain remonte, que le bassin nécessairement remonte aussi. La profondeur doit rester la même. Donc, l'effet de profondeur
a été augmenté là, à cause de ça aussi, là. Mais soyez sans crainte, une fois le travail terminé, une fois l'hydroensemencement effectué, les arbres plantés, tout ça, vous allez voir, là, on va s'arranger pour que ça soit très, 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 très beau et le plus effacé possible là, dans la nature. Au point 4, M. Barrette, il y avait la présentation des mesures correctives qui seront apportées au bassin. En fait, c'est un peu ce que vous avez expliqué? mentionné, là. C'est ça, OK. Oui, c'est exactement ça. Donc, on a traité le point, là. Parfait. Donc, ça fait pas mal le tour. Comme vous savez, je ne vais pas me répéter, là, mais il y a eu des changements en cours de route qui ont fait en sorte que ça a changé un peu de la présentation du départ. On s'en excuse. Dans ce dossier-là, le conseil municipal veut être très transparent, puis depuis le début, cette présentation-là, je crois qu'elle était nécessaire en masse, mais elle n'était pas obligatoire. Ça, c'est important de le mentionner aussi. Le terrain était déjà zoné résidentiel, il n'y avait pas de changement de zonage à faire. Mais le conseil a décidé d'aller de l'avant aussi par rapport à la présentation pour être le plus transparent possible avec le quartier pour que le projet puisse bien s'intégrer puis éviter justement que ça soit le plus clair possible et éviter le plus de questions possible. Malheureusement, il y a eu quelques changements en cours de route. Puis étant moi-même en construction, je peux vous dire que souvent en construction, les plans initiaux, c'est rare qu'ils sont respectés. Quand on arrive sur le terrain, souvent il y a des changements. Puis c'est rare que le projet initial se réalise à 100% comme c'était prévu, là. Donc, on va être prêt à passer à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, Mme Baudouin, si vous voulez peut-être juste répéter un peu la façon de faire là, pour les questions. Certainement. Donc, pour la période de questions, ceux qui ont un ordinateur, vous êtes invités à cliquer sur le bouton « Réaction » qui est sous votre écran. Donc, c'est un petit bonhomme sourire, un icône bonhomme sourire. Donc, en cliquant dessus, vous avez la fonction « Lever la main ». Et ceux qui sont avec nous avec un cellulaire, vous avez la fonction « Plus » qui est 3 petits points qui est dans le bas de votre écran. Donc, vous avez la fonction « Lever la main ». Et puis, vous avez toujours le clavardage en ligne. Donc, si vous avez une question, vous pouvez toujours la poser dans la section « Discussion ». Donc, nous avons une question de M. Mathieu Paré. Alors, je vais demander d'activer votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonsoir. Bonjour tout le monde. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui définit c'est quoi la norme qui définit la grandeur, la profondeur du bassin? Surtout j'imagine, pour le volume d'eau. Puis, juste par rapport à ça aussi, ma question, si le bassin, la profondeur est définie par 2 pieds sous le plus profond sous-sol, est-ce possible que les sous-sols qui seront aménagés, ce soit des maisons de plein pied, au lieu d'avoir des sous-sols creusés, afin de minimiser la profondeur du bassin, puis peut-être adoucir les pentes et idéalement éviter l'espèce de clôture de 6 pieds qui va donner beaucoup de... Ça va être difficile de cacher une clôture de 6 pieds qui fait le tour d'un bassin comme ça. Alors, je vais voir si c'est une possibilité. Je vous écoute. Bien, c'est certain que tous les nouveaux projets de développement maintenant doivent gérer l'eau de pluie, dans le fond, puis l'eau qui provient de la fonte au printemps et tout ça. Puis le but dans tout ça, selon le ministère de l'Environnement, selon leurs exigences, c'est que l'eau, au lieu d'aller dans les ruisseaux, aux lacs, aux rivières et tout ça, retourne dans la nappe phréatique. Donc, c'est une exigence du ministère de l'Environnement.
Donc, au niveau de la profondeur, c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'aller à cette profondeur-là, étant donné que le projet, présentement, c'est prévu d'avoir des sous-sols, donc des résidences avec des sous-sols. C'est ce que le promoteur a présenté comme projet. Puis, au niveau de la grandeur, de la superficie, c'est des exigences. C'est le ministère de l'Environnement, M. Barrette, hein, dans le fond, qui demande ces exigences-là. Puis les ingénieurs doivent répondre aux exigences du ministère de l'Environnement. C'est bien ça? En fait, les ingénieurs doivent calculer différentes périodes de précipitation, des précipitations à des intensités variantes. Puis, ils ont des logiciels qui vont simuler ces pluies-là, les quantités d'eau qui vont être drainées par le bassin versant de l'ensemble du projet. Et ils vont arriver avec une quantité d'eau qu'ils devront gérer et ça va donner la dimension du bassin. Dans le cas présent, on est vraiment là, au plus restreint possible qui a été calculé par l'ingénieur et validé par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment entre eux qui viennent à établir et valider le travail pour le dimensionnement du bassin, pour le choix de la technologie de rétention d'eau du projet. Puis le fait le fameux 2 pieds là, plus profond que le sous-sol le plus creux, c'est pour éviter des refoulements justement dans les sous-sols, on s'entend. C'est certain que si ça avait été un projet sans sous-sol, avec des maisons plein pied, avec dalles sur sol, c'est certain que le bassin aurait été moins profond. Mais je ne suis pas certain, puis je ne suis pas ingénieur, hein, puis je ne pense pas qu'on va être capable de vous répondre ce soir, mais selon moi, le bassin n'aurait pas été plus petit. Donc, mais par contre, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de mettre de clôture, etc. Mais ce n'est pas le projet qui a été présenté. C'est un projet qui a été présenté là, avec possibilité d'avoir des sous-sols à cet endroit-là. C'est ça. Puis pour le bassin, il fallait, l'exigence était de devoir traiter au moins 60% de l'eau. Donc, on ne traite même pas 100% de l'eau. On va canaliser au bassin, faire la rétention de uniquement 60% de toute l'eau du bassin versant du développement. Et ça représente, là, si je me souviens bien, de 350 mètres cubes. Donc, on était vraiment là, au minimum. Il n'y a pas de jeu. Même, on a fait retirer le petit jeu qu'il pouvait avoir l'ingénieur. Puis, on est à côté là, partout. J'espère que ça répond à votre question, M. Paré. Peut-être, Mme Baudouin, réouvrir le micro, M. Paré. Le laisser ouvert jusqu'à temps. Oui, merci. Désolé. En fait, si j'en comprends avec la topologie, là, ça affecterait les deux terrains du bas, qui sont plus bas que le bassin. C'est vraiment ça que je crois. Alors, moi, ce que je demanderais, c'est voir est-ce que c'est une possibilité de demander au promoteur, dépendant des plans, si ça pourrait être une possibilité, parce que si la surface est grande, on est capable d'avoir moins de profondeur, juste de pouvoir adoucir les pentes, garder la même superficie, adoucir les pentes, remonter la profondeur. Là, l'effet de végétalisation va être bien mieux. On éviterait toute la surveillance d'avoir la clôture, les risques d'avoir un bris de clôture. Je pense que les maisons ne sont pas construites. J'aimerais savoir là, si c'est quelque chose qui pourrait être demandé parce que ça, je crois que ça donnerait une méthode d'atténuation sur ce qui est creusé en ce moment. Bien, une question de sécurité, c'est sûr ça prendrait une clôture quand même parce que si, exemple, on exige que ces deux terrains-là n'aient pas de sous-sol, ça va faire en sorte qu'on va récupérer peut-être 2 pieds seulement. Donc, la profondeur elle va être quand même inadéquate là, pour ne pas mettre de clôture. Puis là, à ce moment-ci, c'est sûr que toute la canalisation a été installée. Donc, on parle de gros travaux majeurs là, pour corriger, exemple, cette situation, mais sans corriger parce que ça a été décidé comme ça. Là, mais
si on avait exigé que ces 2 terrains-là n'aient pas de sous-sol, il aurait pu installer la canalisation un peu plus haute à ce moment-là. On aurait gagné 2 pieds, mais il y aurait eu quand même une clôture. OK, trop tard, si j'en comprends bien. Je comprends la réponse. Ben, c'est parce que l'enjeu, c'est que le bassin est en bout de ligne. Donc, toutes les canalisations qui amènent l'eau au bassin seraient sur une longue portion à refaire et à remettre à un autre niveau. Donc, là, il faudrait réouvrir, tout défaire, remonter dans le développement là, sur une longue distance. À cette étape-ci, là, ça devient une situation impensable économiquement pour le promoteur de pouvoir vouloir avoir la volonté de faire un ajustement de la sorte, là. Puis le Ayant travaillé un peu résultat dans final, au bout de la ligne, le résultat final ne serait pas, il n'y aura pas une grosse différence, là. Tu sais, on parle de 2 pieds. Une fois que la végétation va être poussée, tout ça, là, on le verra presque plus, là. Puis le 2 pieds, dans le fond, il ne sera pas très visible, là, une fois la végétation poussée, là. OK. Puis, si on voudrait adoucir les pentes du bassin, comme vous proposiez, il faudrait le bassin, en termes de largeur, il faudrait qu'il soit 2 fois plus large encore. Là, il deviendrait là, énorme, énorme, énorme. Oui, mais à cause de la profondeur, c'est ça. C'est ça qui tue. Parce que vous êtes Ben, à plan de montagne, puis on a quelque chose de très ce qui profond. est difficile dans ce secteur-là, c'est un terrain qui n'est pas facile à travailler parce qu'il y a de la pente. Puis quand on a une pente et qu'on veut créer un plateau, ben on gruge pas beaucoup. Puis à un moment donné, on gruge beaucoup dans la montagne. Puis là, ça vient que ça crée une je peux dire ça, une coupure. Et là, ça fait une partie où ce que c'est pas profond à très profond. Donc, c'est ça l'enjeu de ce terrain-là. On est en montagne ou tu es en pente. C'est plus difficile à travailler pour être capable d'avoir de l'espace puis faire quelque chose qu'on aimerait faire pour améliorer, là. Bien, pour ce qui est de la canalisation qui est déjà en place, même si c'est plus profonde, c'est pas grave, vous faites juste la remonter. L'eau va remonter avec la canalisation, je ne suis pas inquiète de ça. Mais je serais curieux quand même de savoir de combien ça pourrait aider si c'est une option. Alors, je vous laisse ce commentaire-là, mais Ben, je vous confirme. il y a l'effet de profondeur, mais après ça, il y a l'effet d'auteur avec la clôture. Fait que ça va être, même si on met les arbres ou même si on met la végétation, c'est sûr que là, c'est difficile de se l'imaginer tout de suite, mais si on peut éliminer une partie de cette nivellation-là entre la hauteur et la profondeur, c'est sûr que ça pourrait aider un peu. Mais le bassin, le plus profond du bassin est à 9 pieds environ, mais il n'y a pas 9 pieds à grandeur, là. C'est 9 pieds dans la partie la plus profonde qui est du côté nord, dans le fond, où est-ce que la pente remonte. Mais ce n'est pas 9 pieds à grandeur du bassin, là. Donc, comme je vous disais, une fois que la végétation va être poussée et tout ça, là, tout l'investissement qu'on demanderait à l'entrepreneur pour le peu que ça donnerait, parce qu'on ne sauve pas de clôture, on ne sauve rien, là, à part que ça va être moins profond. C'est beaucoup d'investissement pour le peu que ça va donner, là. Donc, on va passer à une prochaine question. Donc, M. Ulman, nous allons aller avec le clavardage en ligne. Nous avons une question de M. Dano et Mme Lorrain. Donc, le niveau des terrains est beaucoup plus haut que la rue La France car il y a eu un remplissage. Est-ce que cela sera nivelé? Je vais vous laisser répondre, M. Barrette. Oui, il y a des travaux de nivelage qui ont été faits. D'ailleurs, on a mis en infraction l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui a fait les travaux, non le promoteur tel quel. Parce que les terrains ne devaient pas être, pour l'instant, remblayés. Ça devait faire partie d'une demande de permis complète, là. Donc, c'est sûr qu'on a eu des conversations avec le promoteur et il m'avait mentionné qu'il allait voir à régulariser la situation, là, à amenuire les niveaux de remblai à ces endroits-là.
En espérant que ça répond à votre question. Sinon, vous pouvez nous revenir là, via le clavardage là, si jamais vous voulez plus de précision. Donc, je vais poursuivre. Une question de Mme Isabelle Gagnon. Est-ce que la distance initialement prévue entre nos terrains et les nouveaux lots sera maintenue? Il me semble que la rue semble très proche. Oui, c'est Donc, elle est certain sur le rang que Saint-Isidore. l'effet visuel du 10 mètres, quand on regarde, ça donne l'impression que le 10 mètres n'est pas respecté. Mais quand on le mesure, c'est vraiment 10 mètres. Là, c'est bien respecté. Là, en tout cas, à ce que j'ai compris là, de M. Barrette puis les gens de la municipalité qui ont été mesurés, c'est que la zone tampon que le conseil a demandé là, de 10 mètres est respectée là, pas mal partout. Donc, je vais revenir à... Je vais inverser les ordres, étant donné que ça a le rapport. Donc, Dano-Lorrain, donc M. Dano, Mme Lorrain, la zone de tampon de 10 mètres ne semble pas avoir été respectée car la majorité des arbres ont été enlevés sur le bord de la rue de la France. M. Barrette. On parle, bien ça doit être encore les deux terrains où il y a eu du remblai, là. À cet endroit-là, effectivement, là, on a avisé le promoteur et l'entrepreneur que quand ils ont déposé la terre, qu'il y avait eu un peu d'empiètement au printemps, là, ils vont voir à corriger ça. Il y a eu du nettoyage près de la rue La France parce qu'il y avait beaucoup de dépôts sauvages de branches, de gazon, de terre. C'était pas propre. C'est comme ça avait été approprié au fil des années. Puis, il y avait beaucoup d'arbres qui étaient étouffés par des plantes grimpantes. Donc, ça a été nettoyé là, aussi. Là. Mais je ne peux pas voir exactement là, c'est où que vous faites mention, mais je sais là, que près de la rue, puis un peu dans le centre du terrain, là, les plantes grimpantes là, ont été nettoyées parce qu'elles sont envahissantes et font mourir les arbres. Donc, je vais poursuivre avec les questions. Monsieur Dano et Madame Lorrain, est-ce que le bassin est que le bassin est fait en fonction de la fonte des neiges de la montagne, important ruissellement, pour ne pas que cela coule sur les terrains de la rue de la France? Dans le fond, comme M. Barrette l'a expliqué tantôt, le bassin doit être capable de recevoir toute l'eau du quartier, pas du quartier, mais de cette rue-là, pas toute, excusez, 60% de l'eau qui provient de cette rue-là. Donc, c'est sûr qu'à la fonte des neiges, là, on va retrouver là, un peu plus d'eau dans ce bassin-là, mais ça va se résorber là, assez rapidement. Donc, selon les ingénieurs, il n'y aura pratiquement jamais d'eau dans ce bassin-là. Là. Donc, il va en avoir un peu là, au printemps, à la fonte des neiges, puis lors de fortes pluies seulement. Mais le terrain là, va se drainer là, assez rapidement. Bien, c'est ça, le bassin va avoir un rôle de rétention de l'eau. Donc, l'eau qui va dévaler dans les conduites va pouvoir, au surplus, être emmagasinée dans le bassin et tranquillement, le bassin va relarguer sur une période de 24 heures cette eau-là. S'il n'y avait pas le bassin, on ne protégerait pas les résidences qui sont situées sur le rang Saint-Isidore. Il y aurait un enjeu que leur fondation pourrait être gravement atteinte par une accumulation d'eau soudaine ou bien les fossés de rue et les ponceaux de rue entre les charretières pourraient être brisés s'il n'y avait pas cette rétention d'eau-là parce qu'il pourrait y avoir, lors de très grosses pluies ou lors de fontes rapides, des coups d'eau qui pourraient affecter ces infrastructures-là. Donc, c'est un plus d'avoir le bassin pour protéger les citoyens qui sont plus bas dans votre secteur. Donc, pour le moment, il n'y a plus de questions sur le clavardage en ligne. Je ne sais pas si les gens... J'ai vu tantôt Mme Lynne Sabourin qui avait levé la main. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Colette? Non, je ne l'ai pas notifié. OK.
Donc, Peut-être Mme Sabourin, si elle veut toujours... donner la parole à Mme Sabourin. Peut-être juste hocher la tête si vous voulez, je vous donne la parole. Mme Sabourin, je vous vois à l'écran. Oui, parfait. Donc, Oui. je vous donne la parole. Parfait. Et voilà, le micro est activé. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que sur le nombre de vins lots, il y en a-t-il déjà de vendus et à quel moment les travaux vont commencer pour les maisons? Ça va faire du trafic sur le rang Saint-Isidore. On a, c'est certain présentement, je crois qu'il y en a un de vendu, M. Batt, à moins qu'il y en ait d'autres. Il y a 2 lots qui sont vendus depuis longtemps, avant même que les plans d'ingénierie soient faits. C'est les 2 sur Saint-Isidore. Puis, depuis qu'ils ont commencé les travaux, je ne suis pas certain, mais il me semble qu'ils m'ont dit qu'il y en avait au moins 6 de vendus. Mais, oui. 6 ou 8, là, mais ça m'échappe. Et on a vendu quand même plusieurs rapidement en peu de temps. Puis, de toute façon, ils ne peuvent pas commencer à faire les travaux tant que la municipalité n'a pas accepté par résolution l'acceptation provisoire des infrastructures comme de quoi que ce qui a été construit, c'est conforme au plan et devis et la qualité des travaux est conforme selon les recommandations de l'ingénieur. Une fois que cette étape-là va être faite, ça va être après fond des neiges parce qu'il faut être capable de voir toutes les infrastructures pour les inspecter, les essayer les bonnes fontaines, tout ça, passer des caméras, faire des tests d'eau pour s'assurer que la qualité de l'eau est impeccable parce qu'on a travaillé sur des conduites. Probablement que s'il y a des maisons qui se construisent, ça serait au courant de l'été. Peut-être qu'il y en aura une qui va se construire plus tôt. Ça va être, elle, directement sur le coin Saint-Isidore et la Nouvelle Rue, parce que ce terrain-là a été vendu déjà en 2019. C'est des terrains qui ne faisaient pas partie de la phase de développement plus haut. Là. Non, mais c'est ça, j'étais pour dire. C'est des terrains, dans le fond, qui sont en dehors du projet. Là. Vous allez penser de demander les normes radon ou en tout cas? Oui, c'est une exigence. D'ailleurs, pourquoi que le lotissement a été fait de cette forme-là, c'est qu'on est tout en zone de radon dans le Mont-Saint-Pierre, mais les lots qui ont été déterminés, c'est seulement en zone de radon de faible intensité. Toute la section zone de radon intensité moyenne a été exclue du développement. Donc, c'est tous les terrains qui sont cédés à la municipalité et les terrains plus vers Haut-Coplaï. Donc, il y avait vraiment un enjeu de développement aussi lié avec le radon. On va suivre ça de proche, c'est sûr et certain. OK, merci. Et puis, si je peux me permettre, pour le parc, est-ce que c'est un parc pour enfants avec jeux d'enfants que vous prévoyez mettre et à quel moment, dans plusieurs années ou… Bien, pour l'instant, ça va être un espace vert. Okay. Le conseil ne s'est pas encore penché sur cette question-là. On verra là, au fil des années là, Okay. qu'est-ce qu'il en sera. L'intention était de laisser ça naturel. Là, donc, mais si on a des demandes éventuellement là, du quartier là, pour avoir un parc avec des jeux et tout ça, mais on verra à ce moment-là, mais ce n'est pas dans les projets là, présentement. Là. Merci. Peut-être clarifier, Charlélie, par rapport à ce qu'on va faire comme procédure de notre côté pour s'assurer que la bande de 10 mètres boisée soit respectée là, au niveau des actes notariés? Oui, c'est ça. Là, actuellement, c'est la bande tampon, elle est prévue comme critère d'analyse pour une demande de permis de nouvelle construction à travers le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Mais pour renforcer la notion de bande de protection, puis s'assurer que quand les acheteurs achètent, soient tout de suite informés. Il est déjà convenu avec le promoteur d'inscrire ces bandes de protection à l'intérieur des actes notariés. J'ai déjà transmis les documents là, au notaire en vue de pouvoir intégrer ces dispositions-là dans chaque acte de vente, incluant les terrains qui ont déjà été vendus. Les personnes qui ont déjà acheté ont été informées par le promoteur à l'effet qu'ils devront laisser la municipalité inscrire
une servitude de zone tampon à l'arrière de leur terrain. Donc, ça va venir sécuriser encore plus cette zone-là. Donc, on s'entend que ça n'empêchera pas peut-être certains délinquants ou délinquantes là, à aller couper des arbres là, mais ils vont être obligés de reboiser. Hein, c'est ça, Charles-Lévy? Oui. Monsieur Barrette? Oui. Okay. Donc, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, 2 autres questions, Mme Baudouin? Oui, donc une première question, on vient tout juste de répondre, mais dans le fond, on avait M. Francis Erazola et Mme Léa Boucher qui se demandaient qui veillera à la zone tampon, qui veillera à ce que la zone tampon demeure sauvage et naturelle. Donc, cette zone appartiendra-t-elle aux propriétaires? Donc, la réponse est oui, ça va appartenir aux propriétaires. On a parlé un peu de l'acte notarié et tout ça. C'est sûr que quand les gens vont venir, on s'entend qu'il il y a une demande de permis qui doit être effectuée à la ville. Donc, ça va être mentionné à la demande de permis. Ça va être écrit aussi, M. Barrette? Ça va être écrit dans les commentaires de permis, puis aussi ça fait partie de l'analyse pour l'obtention du permis. Okay. Puis ça va passer au comité consultatif d'urbanisme aussi, puis ça fait partie du PIA aussi. Donc, je veux dire, il y a plusieurs barrières, si on peut appeler ça comme ça. Mais une fois qu'ils vont avoir leur permis, qu'ils vont être sur le terrain, c'est certain que l'inspecteur, il passe de temps en temps, mais je veux dire, il ne s'installera pas avec sa chaise de camping là, pour vérifier. Ça peut arriver qu'il y ait certains délinquants qui coupent des arbres dans cette zone-là. Mais ils vont être mis à l'amende puis ils vont être obligés de reboiser. Mais avant qu'ils coupent un arbre, ils ne pourront pas dire qu'ils n'auront pas été avisés. La prochaine question était justement quelle sera la pénalité pour ceux qui ne respectent pas cette servitude? Donc, je pense Au niveau de l'amende, M. Barrette, est-ce que vous l'avez par cœur? Ou... là, c'est un peu plate de parler d'amende, mais on n'aime pas ça. Non, je te pose la question. Donc, mais une amende conventionnelle, c'est 500 $ plus les frais de cours, ça fait 634. Mais on a une disposition dans notre réglementation qui permet de donner une amende par arbre coupé. Donc, ça peut chiffrer assez vite. Ça, c'est pour la première infraction. Non, on peut y aller par arbre. Oui, mais pour une première infraction, si ça se reproduit, si ça se reproduit, plus élevé. Si ça se reproduit une deuxième fois à l'intérieur d'un délai de 2 ans, les amendes sont doublées. Puis en plus, on exige qu'ils replantent des arbres. Oui. Effectivement, on peut l'exiger aussi par ordonnance de la Cour. Puis pas des fouettes, là. On s'entend. Non, c'est ça. Des arbres à 2, 3, 4 000. L'exigence de replanter un arbre, c'est des arbres qui ont au moins 2,5 pouces de tronc de diamètre. Au moins 2,5 pouces de tronc de diamètre. Donc, ça fait des arbres au moins là, de 12 pieds, 14 pieds de haut. Là. OK. Fait que c'est des coûts quand même importants, tout ça. Là. Quand on calcule les amendes, plantation d'arbres et tout ça. Donc, les avertissements qui vont être effectués là, aux nouveaux propriétaires, tout ça va être mentionné. Là. Donc, je ne crois pas que quelqu'un va se risquer d'aller couper un arbre là ou peut arriver peut-être qu'ils le font accidentellement, mais bon, on a beaucoup de filtres là, avant d'en arriver là. Dans le même sujet, on nous demande si nous avons pris un relevé de tous les arbres de la zone tampon. Est-ce que nous avons des photos? Bien, en fait, il n'y a pas de relevé qui a été fait là, physiquement, là, parce que ça prend quand même pas mal de ressources pour ça, puis ça prend GPS, mais la bande tampon, elle a été piquetée par un arpenteur géomètre sur toute sa superficie. Puis aussi, il va y avoir des photos qui vont être prises de chaque terrain prochainement. Pour voir comment est-ce que les terrains sont boisés avant qu'ils soient déboisés dans le cas qu'on reçoit une demande de permis. Donc, nous allons poursuivre la période de questions avec M. Yves Marceau. Je vais activer, M. Marceau, votre caméra. Bonsoir, M. Marceau.
Donc, est-ce qu'on a... Le micro, Mme Baudouin? Donc, M. Marceau, il reste simplement à accepter la demande de micro. Parfait. C'est bien. OK. Ben là, vous avez répondu à la question. Je voulais savoir s'il y avait eu des relevés de fait des arbres, là, voir si on peut se faire passer n'importe quel flyer. Là. Ils l'ont déjà assez coupé comme ça. Là. Mais c'est plus ou moins répondu. Mais quand même, là, en souhaitant que ça se fasse. Mais il y a une autre affaire, M. Barrette a dit, là, il y a des terrains du promoteur qui ont été cédés à la ville. J'aimerais ça éclaircir ça. Quel terrain, c'est quoi ça? C'est le terrain qui est zoné parc, Oui. le fond de parc. Là. Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, ça part du bassin jusqu'à la limite du 31 rue Lapierre. Ça me dit rien. Donc, est-ce que ça se rend jusque chez Ocoplay? Non, non. Avant ça, hein? Oui, avant ça. Le terrain en arrière de M. Marceau, ça appartient encore à une compagnie à numéro, là, je pense, l'ancien propriétaire de toute la terre. Là. Puis le 31, il arrive-tu sur à peu près le dessus de la côte, juste pour que M. Marceau puisse se faire une petite ça, c'est en bas. C'est en bas de chez nous. Ben, je peux partager le plan de lotissement. Là. Je ne sais pas si ça va vous aider. Non, ben, je sais. C'est à côté de chez nous, mais plus bas. Mais c'est ça, hein, tout le derrière ici, là, Oui. c'est parce qu'au Coplay, il disait que M. Dumontel, là, il aurait dit qu'eux autres, ils replomberaient là, pour faire le beau dôme. Là. Je ne sais pas si c'était... Ben, ce dossier-là, il a été réglé déjà cet été. Là. Pardon? Ce dossier-là, il a été réglé déjà cet été. Oui, mais ça a l'air que lui, il dit le contraire. C'est ça, je ne comprenais pas. Là. C'est pour ça que j'essayais de comprendre. De là, ma question, qu'est-ce qui a été cédé? Puis, c'est la municipalité là, puis on fait quoi avec ça? Mais là, c'est la bande d'arbres qu'on voyait, le 10 mètres, c'était ça que Pascal, tu parlais? Oui, il y a le 10 mètres qui est derrière les terrains. Mais il y a la zone aussi qui a été cédée à la municipalité à des fins de parc. Peut-être montrer la carte, M. Barrette. Si vous l'avez, la carte, ça va peut-être être plus facile là, pour vraiment identifier là, c'est quoi le terrain. Je l'ai, c'est clair pour moi, en tout cas. Oui. Ouais, moi, je l'ai, je sais c'est quoi. C'est juste quand tu as parlé, ils ont cédé des terrains. Là, je ne pensais pas à la bande. Là. Non, mais c'est parce que dans tout développement, le promoteur doit céder un pourcentage de terrain à des fins de parc à la municipalité. C'est quoi le pourcentage, M. Barrette? C'est 6 mais il va avoir cédé plus que 6 au final. OK. Le minimum, c'est 6, puis il va avoir cédé un peu plus que 6. Donc, c'est une exigence là, municipale. Donc, ça me va. C'est bon. Donc, nous avons une question sur le clavardage en ligne de Mme Sophie Courvoisier. Donc, quelle apparence aura la clôture du bassin? Y a-t-il plusieurs choix possibles et qui fera ce choix? Bon, on a, dans le fond, on a demandé à l'ingénieur puis au propriétaire aussi d'aller avec une clôture qui va durer dans le temps, hein, parce que cette clôture-là va être la responsabilité de la municipalité par la suite. Donc, qui va durer dans le temps, puis qui va s'effacer dans le paysage le plus possible. Donc, nous, on avait pensé d'aller avec une couleur qui est plus dans les teintes de brun, qui va s'effacer un peu dans la nature, dans la végétation. Donc, puis c'est 6 pieds de hauteur, style clôture frost, brune, avec de la végétation autour. Les conifères. Les conifères? Les conifères. Ouais. Pour venir cacher la clôture, là, pour qu'on la voit le moins possible. Là. Parfait. Donc, nous avons une intervention de Mme Joëlle Larente. Donc, Mme Larente, j'active votre micro. Merci. Dans le fond, est-ce que c'est possible de présenter le plan proposé, peut-être qu'il n'est pas final, mais au moins pour donner une idée aux citoyens là, de qu'est-ce qui a été proposé là, jusqu'à ce jour? Le plan qu'on a vu hier? OK, parce que hier, on a demandé des modifications à ce plan-là. Fait que je ne suis pas certain que c'est... On peut le présenter, mais ça ne sera pas ça. Non, c'est ça, mais c'est au moins une ébauche. En gros, ça va être ça. Bon, il y a des arbres feuillus. On a demandé
autre chose, là, étant donné que les feuilles, ça tombe à l'automne, hein, on le sait tous. Donc, ce bassin-là va avoir besoin d'entretien là, tous les 10-15 ans. Donc, s'il y a des feuilles à chaque automne qui tombent dans le bassin, mais ça va être plus d'entretien pour la municipalité. Donc, on a demandé autre chose que des feuillus. Ben, je La peux. position des arbres aussi. Ouais. Là, mais ouais, je peux soit présenter ce qu'on a reçu, ou soit présenter ce qui a été demandé aujourd'hui, là, suite à notre réunion de travail d'hier. Je ne sais pas. Tu as eu d'autres plans suite à notre réunion d'hier? Ben, suite à la réunion d'hier, moi, j'ai fait des modifications manuscrites au plan pour demander des modifications. Donc, tes modifications à toi? Oui, c'est ça. OK. Ils ne sont pas encore, sont pas finalisés avec le promoteur. Oui, je comprends. Le promoteur n'est pas au courant non plus. Là. Ben, il n'a pas accepté. Non, c'est ça. Ben, il a vu les documents passer, mais il faut s'en reparler. On ne fera pas la même erreur qu'au mois de mars. Hein? Donc, on va, dans le fond, on va s'assurer que la végétation qui va être installée autant autour du bassin qu'à l'intérieur du bassin va être adéquate pour que ça se fonde le plus possible dans le paysage, dans l'environnement. Donc, il va y avoir des arbres, puis il va y avoir de l'hydroensemencement. Puis, autour de la clôture aussi, là, on parle de quoi déjà autour de la clôture, M. Barrett? Des conifères, là, ça pourrait être. Conifères, c'est ça. Ça pourrait être des sapins, là, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui tombe. Là, puis ça fait un écran à l'année au niveau du bassin. Donc, on veut de quoi durable dans le temps là, qui va nécessiter le moins d'entretien possible, puis que ça soit le plus naturel possible. Ouais. C'est ce qu'on a fait comme demande. Là. Puis pour l'hydroensemencement, c'est pour le fond du bassin, c'est un mélange de graminées qui va pouvoir atteindre 2 mètres de haut. Puis les graminées vont pouvoir avoir aussi des cycles fleurales. Là. Donc, c'est ce qui nous a été proposé par l'ingénieur. Donc, pas juste du foin, il va y avoir de la couleur un peu là-dedans. C'est ça. Okay. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Mme Beaudoin? Donc, pour le moment, il n'y a pas de questions sur le clavardage. Je ne vois pas de main levée non plus. Bien, je peux-tu continuer avec une autre question, dans le fond? Concernant le radon, on a quand même beaucoup d'inquiétudes sur quand ils ont ouvert la rue, il y a eu quand même là, pour le roc, puis c'est le Mont-Saint-Pierre, donc il y a des possibilités là, qu'on rencontre encore du roc. Qu'est-ce qu'on va faire pour... c'est quoi les impacts s'il faut creuser pour des fondations puis qu'il y a beaucoup de roc à enlever? Là? Surtout considérant qu'on a du radon quand même sur la rue Lapierre plus élevé que les autres rues. Là. Bien, en fait, les travaux au niveau du roc ont été bien gérés. Là, pour la construction de la rue, il fallait creuser quand même assez profond. Puis l'entrepreneur aurait aimé avoir eu recours au dynamitage, mais on a refusé pour ne pas vous inquiéter et avoir à gérer des inquiétudes parce qu'on sait que c'est très sensible le radon. Donc, il a fait ses excavations au marteau à l'aide de la pelle mécanique. Donc, moi, je m'attends que ce soit les mêmes choses qui soient faites pour les maisons. Puis, ils vont être sensibilisés aussi, les propriétaires, à ce niveau-là, là, quand on va émettre les permis. On ne veut pas brasser le gaz du radon dans le sol. Donc, c'est important pour tout le monde dans le quartier. Puis, on est sensible à ça. Là. Madame Beaudoin, est-ce qu'on avait d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Okay. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... À l'instant. Pardon, oui. Monsieur le maire, à l'instant. Parfait. Donc, Madame Sophie Courvoisier, il y a plusieurs vinaigriers matures qui se situent au fond des futurs terrains dans la zone de servitude. Sont-ils aussi protégés par les règlements? Sont-ils considérés comme des arbres? S'ils sont dans la zone tampon de 10 mètres, oui. Ouais. Donc, tout ce qui est dans la zone tampon de 10 mètres, un peu comme quand on va dans le parc national d'Oka, en principe, tu n'es même pas supposé ramasser une branche morte à terre. Là. Mais ça serait un peu ça. C'est vraiment une zone protégée. Donc,
aucune végétation doit être coupée là, à cet endroit-là. Peu importe que c'est un vinaigrier ou peu importe l'essence d'arbre. Donc, nous avons une question de M. Francis Erazola et Mme Léa Boucher. Donc, serait-il possible d'exiger à l'entrepreneur de nettoyer les rues lors des travaux? Oui. Il faut que l'entrepreneur le fasse. Puis, effectivement, ça a été, je pense que ça a été négligé de sa part à certains moments, là. C'est important que les rues restent propres. On lui a mentionné avant les travaux, pendant les travaux. Donc, passer un balai mécanique ou un camion à eau au besoin, là, c'est important. Si les rues sont sales, appelez-nous, puis on va exiger que ça soit nettoyé. Non, n'hésitez surtout pas, là, si vous voyez qu'il y a de l'accumulation importante, là, appelez à la municipalité, là, puis on va communiquer avec l'entrepreneur à ce moment-là. On voudrait savoir, M. Dano, Mme Lorrain, est-ce qu'il y a de la surveillance de la vitesse de circulation des camions? Oui, on avait eu des plaintes là-dessus. Donc, on a avisé la Sûreté du Québec là, qui ont supposément là, fait certains circuits là, dans ce quartier. Donc, on ne sait pas s'il y a des contraventions qui ont été émises, là, mais il y a eu de la surveillance, c'est certain. Puis encore là, si vous constatez de la vitesse, n'hésitez pas à contacter directement la Sûreté du Québec au 310 1010 ou étoile 4141. Puis, à ce moment-là, mais la Sûreté du Québec là, va venir faire des vérifications. C'est plus facile de contacter directement la Sûreté du Québec là, quand vous constatez des failles au niveau du Code de la sécurité routière. Donc, ça évite un interlocuteur là, entre les deux. Là. Puis, on aime ça, nous aussi, quand c'est les citoyens qui appellent la Sûreté du Québec, parce que des fois, ils trouvent le maire fatigant pas mal. Donc, on a une prochaine question, Mme Isabelle Gagnon. À quel endroit et à quel moment pourrons-nous voir les plans finaux? Les plans finaux, c'est dans le fond les plans qui ont été présentés au mois de mars. Corrigez-moi, M. Barrette, là, mais c'est juste le bassin, là, dans le fond, puis la canalisation des fossés qui a changé. Oui, c'est ça. Les lotissements sont les mêmes. Oui, les lots, ils n'ont pas changé. Donc, au lieu d'être des fossés, c'est canalisé. Puis le bassin qui a changé aussi, là, sinon, le reste, c'est pareil. Donc, on sort un peu du sujet, mais on est encore dans le Mont-Saint-Pierre. On voudrait savoir, M. le maire, la rue Saint-Isidore devait faire l'objet de pavage en 2020. À quel moment ça sera fait? Oui, bien, en fait, ça a été présenté au budget. Donc, on a mis le rang Saint-Isidore dans notre projet de réfection des rangs. Donc, on a eu droit à des subventions importantes là, pour les rangs, mais malheureusement pas pour le rang Saint-Isidore. Mais on a quand même rentré le rang Saint-Isidore dans le règlement d'emprunt parce que c'est quand même une portion importante qui coûte quand même excessivement cher. Donc, c'est prévu pour 2021. Puis, tout dépendant du résultat de l'appel d'offres, s'il reste un montant d'argent dans le règlement d'emprunt, probablement que la rue Lapierre serait pavée aussi là, dans le Mont-Saint-Pierre. Puis, on s'en vient tranquillement. Là, écoutez, on sait que les rues dans le Mont-Saint-Pierre sont très abîmées, mais je peux vous dire qu'il y en a plusieurs rues dans le territoire, sur le territoire là, qui sont très, très, très maganées aussi, là, dont le secteur villageois. Pointe-aux-Anglais, on commence à être pas si pire, mais il y en a encore à faire. Saint-Jean-Baptiste, la rue des Pins en partie, des Cèdres. Dans le fond, je vais vous expliquer dans le fond comment on procède. C'est qu'on a 200 000 de budget annuel dans notre budget de fonctionnement pour faire de l'asphalte. Puis on y va vraiment avec les tronçons où est-ce que les travaux publics font le plus d'interventions. Puis je ne vous cache pas que les interventions qui ont été faites sur le rang Saint-Isidore en 2020 ont été quand même très, très importantes. C'est un endroit où est-ce qu'on a dû intervenir là, quand même assez souvent. Donc, on voulait attendre un peu que le projet avance là, au niveau de la nouvelle rue.
Mais là, on ne peut pas attendre. Là, donc, le gros des travaux a été effectué là, au niveau de l'ouverture de rue et tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir encore du camionnage, mais on ne peut pas se permettre d'attendre. Donc, ça va être asphalté en 2021, donc à partir de la 344. Puis juste un peu passer le détour. Là, jusqu'au 115 Saint-Isidore. Jusqu'au 115 Saint-Isidore, c'est précis. Puis on fait d'autres asphaltages aussi là, ailleurs sur le territoire. Là, donc, on a aussi le volet 2, volet 3 là, de notre programme de subvention qu'on a eu avec le ministère des Transports, qu'on est en attente de la réouverture du programme là, pour continuer de l'asphaltage aussi là, dans les rangs, entre autres. Ouais, on peut vous inviter à suivre la séance du conseil de la semaine prochaine pour voir l'avancement de ces dossiers-là. On va avoir le résultat d'appel d'offres la semaine? Non. Non, c'est autorisation à aller en appel d'offres. C'est ça. Ouais, on fait juste autoriser à aller en appel d'offres. C'est ça. C'est quand on va avoir le résultat de l'appel d'offres qu'on va être en mesure de savoir s'il va y avoir assez d'argent pour faire la rue Lapierre ou non cette année. Mais c'est sûr que si la rue Lapierre n'est pas faite cette année, Saint-Isidore, c'est certain. Lapierre, ça va dépendre. Mais si on ne peut pas la faire cette année, c'est certain que ça va être 2022. Là, c'est dans nos priorités aussi. Il y a la rue Mathieu aussi, là, qu'on a fait quand même des interventions importantes. Donc, c'est dans nos plans. On y va par priorité. On a 60 km de route sur tout le territoire. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, on y va vraiment avec, je me répète, là, excusez, mais on y va vraiment avec les sections où est-ce que les travaux publics interviennent le plus souvent pour essayer de maximiser nos travaux publics aussi pour éviter qu'il fasse juste des nids de poules là, au bout de la ligne. On a une question qui vient tout juste d'arriver de Mme Catherine Langelier et de M. Jean-François Boucher. Pourquoi les fossés à 4 pieds sont dangereux juste dans cette section? Donc, c'est au... Écoutez, c'est pas dangereux juste dans cette section. C'est sûr que Saint-Isidore, on s'entend, il y a des fossés quand même assez profonds. Là, c'est un nouveau quartier. Habituellement, un nouveau quartier, on parle de nouvelles familles, jeunes familles. On a pris la décision de demander à l'entrepreneur de canaliser. On s'entend, ce n'est pas aux frais de la municipalité. Donc, l'entrepreneur a accepté. Donc, ça évite aussi aux citoyens de vouloir de dépenser puis d'occasionner des frais pour pouvoir canaliser leur devanture là, de cours. Donc, c'est un plus qu'on a demandé à l'entrepreneur, puis il a accepté. Donc, c'est certain que, étant donné que c'est sans frais pour la municipalité, on était bien content là, de sa réponse. Parfait, donc il n'y a plus de questions. Mais parfait, merci beaucoup. Si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées, vous avez mes coordonnées dans l'info locale, les coordonnées de vos élus aussi, là, donc n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. S'il y a quoi que ce soit là, entre-temps, comme je vous disais, circulation rapide de camions et tout ça, n'hésitez pas à appeler la Sûreté du Québec. Puis, l'histoire de la boue aussi, là, la même chose, ça, communiquer avec la ville, puis nous, on va communiquer avec l'entrepreneur. Mais là, de ce que j'ai compris avec M. Barrette, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer d'ici le printemps. Donc, au printemps, donc mois d'avril-mai, là, probablement que ça va débuter. Là. Ça se peut que ça soit avant aussi, là, je veux dire, si jamais vous voyez des véhicules ou des travaux, ils ont le droit, là. Ils ont le droit d'aller travailler là. Donc, ça se pourrait, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Donc, posez-vous pas de questions si vous voyez des véhicules là, sur place, là, ils pourraient y aller. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir. Nous, ça nous a fait plaisir de pouvoir établir certains faits, de répondre à vos questions. Puis, on est là pour vous aider, puis essayer que ce projet-là soit le plus acceptable possible dans le quartier. Donc, merci tout le monde, merci aux élus, merci M. Barrette, merci Mme Beaudoin.
votre présence. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle soirée. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, je mets fin à l'enregistrement.